Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 19 avril. Retour sur la visite départementale au cœur d'ArcelorMittal de Gandrange. Vous verrez que l'usine a plusieurs projets pour se développer, notamment autour de l'hydrogène vert. Après l'industrie, place à la biodiversité. À Sichazel, un parc écologique a été créé en face de la mairie pour que la faune et la flore locale retrouvent leur place. Et puis nous prendrons de la hauteur sur le rocher de Dabo où le restaurant La Chouette d'Or s'élève et accueille ses clients depuis janvier dernier. Un site modernisé et repensé après un incendie survenu en 2015. Côté ciel, le département sera coupé en deux en matinée avec des éclaircies à l'est et quelques averses à l'ouest pour ce jeudi. Comptez 2 à 4 degrés au réveil. L'après-midi, le temps deviendra instable partout en Moselle avec plus de précipitations et 10 à 11 degrés au plus haut. Second domaine forestier du département, la forêt de Thionville est une zone sensible qu'il faut repenser, réaménager et rendre plus forte face au dérèglement climatique. Jean-Christophe Hamelin-Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal délégué à l'environnement et aux forêts communales à Thionville. 35 000 plants vont prendre racine dans la commune pour reboiser ces espaces avec de nouvelles essences. On va en parler plus en détail dans quelques minutes. Place à l'actualité. Et vous l'avez vu dans les titres, on enfile d'abord un casque et une blouse direction le laminoir d'ArcelorMittal. Ici, on fabrique principalement des produits à haute valeur ajoutée pour l'industrie de l'automobile en grande majorité. Lors de sa visite du canton de Famec, Patrick Veyton a pu constater l'activité grandissante de ce site de production. L'occasion également d'évoquer un projet d'envergure, l'envie d'utiliser de l'hydrogène vert. Regardez. 300 à 350 000 tonnes d'acier sont coulées chaque année sur le site d'ArcelorMittal de Gandrange. Ici, on produit des couronnes entre 15 et 52 mm, des barres également. Ce sont des produits à haute valeur ajoutée destinés principalement au marché de l'automobile. ArcelorMittal voit loin. L'entreprise veut pouvoir s'attaquer au marché de l'automobile électrique, mais pas que. Le deuxième objectif, c'est de décarboniser nos process, donc de remplacer le gaz qui sert à réchauffer nos billettes au-delà de 1250 degrés par une source autre, telle que l'hydrogène, qui serait produite à partir d'énergie verte que nous souhaitons produire sur place grâce à nos friches industrielles. Nous allons investiguer avec les producteurs d'équipements comment peut se faire la transition en assurant aussi bien la sûreté du personnel, parce que l'hydrogène n'est pas tout à fait équivalente au gaz en termes de comportement, et ensuite s'assurer que la flamme, la température peuvent répondre aux besoins métallurgiques de l'acier. D'ici 2030, l'usine souhaite faire fonctionner son four de réchauffage grâce à l'hydrogène. La Moselle est une terre d'industrie. Cette visite départementale tombe donc sous le sens. Nous sommes naturellement aux côtés de l'ensemble des entreprises qui souhaitent s'engager. Nous n'avons plus la compétence économique puisqu'elle revient à la région. Nous sommes partenaires et je souhaite que nous continuions à l'être. Ils ont des réflexions et des projets de développer également des unités de production énergétique. Qui permettra peut-être d'arriver jusqu'à l'hydrogène verte. Et là, le département répondra présent. Je crois que c'est important et cela donnera un nouvel avenir, un nouveau souffle à notre sidérurgie. Le site de Gandrange est un haut lieu industriel qui emploie déjà 300 personnes. ArcelorMittal recrute toujours activement. Connaissez-vous Frédéric Weber, figure de la lutte syndicale en Moselle? Après 17 ans d'action en faveur des salariés, d'abord sous bannière CFDT, puis Force ouvrière, Frédéric Weber décroche définitivement son drapeau pour se lancer dans le monde politique en ayant pris sa carte à Rassemblement national. On l'écoute. Depuis quelque temps, je sentais que, si vous voulez, l'action syndicale commençait à être de moins en moins efficace. Et moi, ce qui m'intéressait dans tous les combats que j'ai menés, c'est d'essayer d'avoir l'utilité la plus pratique. Et la crise politique, la crise sociale amène à ce qu'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de mener un combat social et syndical et d'avoir des résultats qui sont à la hauteur des attentes des salariés et des personnes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter la semaine dernière mon engagement syndical. Donc je n'ai plus de carte syndicale. Et après, j'ai pris la décision de m'engager politiquement parce que, si vous voulez, pour moi,
on ne pourra pas en sortir par la révolution de cette situation. Donc, il faudra passer par les urnes. Clairement, depuis plusieurs mois, on voit quand même que le parti du Rassemblement national cherche beaucoup plus à rassembler que la France insoumise. On a pu le voir notamment sur les positions sur les motions de censure. J'ai proposé de participer avec ma modeste contribution pour enrichir un projet pour 2027. Ça pourrait être avant s'il y avait une dissolution, par exemple, de l'Assemblée nationale. Hein. Mais on va dire aujourd'hui, le cap, c'est 2027. Et pour proposer un projet le plus travaillé, le plus large, pour pouvoir toucher et avoir l'adhésion d'un maximum de Français lorsqu'il sera présenté dans les urnes. 390 jours d'arrêt. Et depuis ce 18 avril, le réacteur numéro 3 de la centrale de Cattenom est reconnecté au réseau électrique. Le réacteur avait été mis en pause en mars 2022 pour des contrôles liés au phénomène de corrosion sous contrainte. Les équipes EDF et autres partenaires industriels ont donc remplacé les 4 lignes du circuit d'injection de sécurité. L'unité atteindra sa pleine puissance dans les prochains jours. Aujourd'hui, ce sont donc 3 unités de production qui sont en fonctionnement sur les 4. Fin d'année, un nouvel arrêt de réacteur permettra le remplacement de toutes les tuyauteries d'injection. C'est une mesure préventive. Phobie administrative ou non, il faudra bien remplir votre feuille d'imposition. La période fiscale a démarré ce 6 avril et vous avez jusqu'au 22 mai pour faire votre déclaration de manière écrite et jusqu'au 8 juin pour déclarer en ligne. Pour favoriser le pouvoir d'achat des citoyens, le gouvernement a mis en place quelques changements que nous vous détaillons dans ce reportage. C'est la période pour remplir sa feuille d'imposition par écrit ou en ligne et plusieurs changements fiscaux sont à souligner. Tout d'abord, exit la redevance télé de 138 € qui rapportait 3 milliards d'euros pour financer l'audiovisuel public, mesure en vigueur depuis août 2022. Concernant les métiers dans la restauration par exemple, les pourboires perçus depuis l'année dernière sont à présent exonérés d'impôts sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales, à condition qu'ils n'excèdent pas 1,6 fois le SMIC. Le plafond annuel des heures supplémentaires exonérées d'impôts est passé de 5 000 € à 7 500 €. Enfin, les RTT peuvent à présent se transformer en rémunération avec accord de l'employeur. La mesure concerne les jours à partir du 1er janvier 2022. Ces mesures prises par le gouvernement doivent contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Bonne nouvelle également pour ceux pratiquant le covoiturage, les frais deviennent déductibles si les déplacements sont réalisés dans le cadre domicile-travail. En Moselle, un accompagnement est possible au cœur des 21 permanences des finances publiques. Certaines sont ouvertes un jour par semaine uniquement, plus souvent en matinée, comme à Ars-sur-Moselle, Boulay, Andin-le-Tiche ou encore Volminster. D'autres accueillent les contribuables plusieurs jours par semaine, comme à Bitche, Folkemont, Metz-Borny et Vic-sur-Seille. Les fréquences d'ouverture ainsi que les horaires sont disponibles en détail sur le site data.economie.gouv.fr. Retour rapide sur cette polémique du 5 avril dernier. L'artiste Bilal Hassani avait dû annuler son concert à Metz suite à de nombreux messages, je cite, injurieux, parfois haineux, voire même violents. L'association Couleur Gay a décidé de porter plainte contre X ce mardi 18 avril pour menaces de délit contre les personnes, provocation à la haine et menaces de mort en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Stéphanie Lippot, présidente de l'association, revient justement sur cette polémique dans notre émission Face à Face. On l'écoute. Il faut quand même repréciser que la basilique est désacralisée et ça depuis très très longtemps, puisque si je ne fais pas d'erreur, c'était 1556, donc ça date pas d'hier. Ce n'est plus du tout un lieu de culte, c'est clairement une salle de spectacle, d'exposition il me semble également. Donc pour moi il n'y a pas de sujet, en fait c'est pas une église et donc que ce soit Bilal Hassani ou n'importe qui d'autre, on peut tout à fait, d'ailleurs la liberté d'expression, la liberté artistique c'est un droit fondamental. Donc on a évidemment condamné ça et on regrette fortement que l'équipe de Bilal Hassani ait été obligée d'annuler ce concert et on espère le revoir à Metz et on voudrait qu'il sache qu'il est le bienvenu à Metz et qu'il y a une grande partie de la population messine, je pense, qui est comme nous et serait content de pouvoir l'accueillir ici. Et c'est un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 18h30 dans le Face à Face. Place maintenant à la chronique du jour où nous allons mettre à l'honneur la biodiversité.
La biodiversité reprend ses droits à Sichazel et ce grâce à un tout nouveau parc écologique. Ce projet de longue haleine a été mené à bien bénévolement par Michel Reiner et d'autres naturalistes du Saint-Quentin. Un espace repensé et permettant à la faune et à la flore mosellane de retrouver ses repères. D'une superficie de 70 ares, ce parc situé en face de la mairie est déjà habité même par quelques moutons. Petit tour du propriétaire avec Colline l'expert. Cette ancienne friche offre une vue imprenable sur l'agglomération messine. Désormais aménagée en parc écologique et de la biodiversité, le lieu dispose surtout de tout le nécessaire pour accueillir la faune et la flore. Ici, vous avez un gîte à hérissons fait avec des troncs d'arbres, une petite entrée. Et à quoi ça sert alors ? Justement, à favoriser les hérissons qui sont des espèces protégées, qui sont assez menacées, souvent écrasées sur les routes. C'est un nichoir pour chouette chevêche. La chouette chevêche, elle existait ici à Sichazel il y a une trentaine d'années. Et elles disparaissent parce qu'il y a trop de friches avec des hautes herbes. Et là maintenant, avec une pâture, un milieu de pelouse plutôt rase, ça peut être un milieu qui va lui convenir. Alors peut-être qu'un jour elle va revenir. Et si certaines espèces n'ont pas encore trouvé le chemin de ce parc à Sichazel, d'autres apprécient déjà les aménagements prévus pour eux. 2 orvées, un mâle et une femelle. Dans ce parc, pensé et réalisé par Michel Reiner, une règle. Tous les êtres vivants sont les bienvenus, y compris les insectes, qui disposent même d'hôtels. On leur met soit des tas de bois, du bois avec des trous, de la pierre, etc. Et du coup, pas mal d'insectes peuvent occuper ces milieux-là. Il ne faut pas jamais parler de mauvaises herbes, de mauvais animaux, parce qu'en fait, c'est toute une échelle, une pyramide écologique. Donc les insectes jouent des rôles, les abeilles pour la pollinisation, mais en plus ça sert de nourriture à plein d'animaux, donc il y a toute une chaîne alimentaire. Le parc est aussi traversé par un petit chemin pour les promeneurs, un vrai plus pour la commune. C'est une commune qui a une vocation relativement touristique, et avec ce magnifique point de vue, on apporte une touche environnementale supplémentaire à notre commune qui a déjà une forte empreinte de respect de l'environnement et de l'écologie. Désormais aménagé, le parc ne nécessite plus que très peu d'intervention de l'être humain. Et concernant la tonte de cet écrin de verdure, 3 petits êtres se chargent du projet. À Thionville aussi, il est question d'environnement et plus précisément de reboisement. On en parle avec notre invité. Jean-Christophe Hamelin-Boyer, bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc conseiller municipal délégué à l'environnement et aux forêts communales à Thionville. Concrètement, quel est l'état des forêts à Thionville ? Alors à Thionville, comme dans le reste de la France, les forêts ont beaucoup souffert de la sécheresse. Alors la sécheresse affaiblit les arbres et en même temps permet donc à d'autres parasites de progresser, que ce soit les scolites sur les épicéas, les chenilles processionnaires, la chaleureuse du frêne, etc., etc. Est-ce qu'il y a des parcelles qui ont complètement disparu ou alors qui sont amenées à disparaître ? Alors tout à fait, tout ce qui était épicéa par exemple a complètement disparu il y a déjà 5 ans, laissant des coupes entières en régénération naturelle. Donc l'objectif, c'est reboiser. Voilà, c'est-à-dire que on ne sait pas trop ce que va être la forêt dans 20-30 ans. Et par rapport à avant, on savait grosso modo ce qu'on pouvait replanter. À l'heure actuelle, c'est difficile à envisager. Ça pose un vrai problème aussi bien aux spécialistes de l'ONF qu'aux communes comme nous. Et donc, on est obligé de faire des essais avec des essences qui sont probablement plus résistantes à la sécheresse. C'est pour ça que par rapport aux régénérations naturelles, qui consistait tout simplement à laisser pousser ce qu'il y avait sur place en espérant que les espèces les plus adaptées survivent. On est obligé de penser aux espèces qui vont survivre d'ici 20 ou 30 ans, même beaucoup plus loin, puisque vous savez, quand on plante un chêne, c'est 100 ou 150 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des plantations avec des essences un peu différentes. Donc justement, depuis 2021, le projet à Thionville, c'est de replanter 35 000 arbres. Ça, on est où ?
Alors tout à fait, on a pu bénéficier du plan de l'État 2021-2023 qui nous a financé à hauteur de 80% ces plantations, ce qui représente 160 000 € et qui nous permettent de replanter progressivement 35 000 arbres. Une première phase d'essai a été faite avec par exemple des petites parcelles de châtaigniers et également des parcelles de chênes pubescents, c'est-à-dire avec une protection un peu complémentaire par rapport aux chênes habituels, qui donnent des bons résultats. D'autres ont donné des moins bons résultats et puis on va probablement replanter également d'autres espèces avec par exemple des pins venus de divers endroits. Est-ce que ce sont des essences qu'on a l'habitude de voir dans ces forêts-là ? Alors, il y en a quelques-unes qui existaient, mais de façon sporadique, comme le châtaignier. Le chêne pubescent, beaucoup moins. C'est un essai qu'on fait et qui a l'air assez concluant. Le pin noir de Salzmann, il y avait quelques exemplaires, mais pas beaucoup. Donc tout ça va être augmenté, en sachant que c'est ces espèces-là qui risquent d'être les plus résistantes face aux sécheresses à venir. En parallèle de ce projet de reboisement, une autre action a été menée, la création d'une microforêt urbaine. Quel est le principe ? Oui, alors le principe, contrairement à la forêt traditionnelle où on va attendre, comme je vous le disais, peut-être 100 à 150 ans, dans plusieurs générations, avant d'avoir une forêt, une grande forêt comme celle qui entoure Thionville, la microforêt urbaine consiste à répondre un peu à l'urgence climatique en créant des îlots de fraîcheur au niveau des villes et des microforêts avec des essences locales, mais en grosse densité, à des endroits bien définis, qui vont justement apporter des îlots de fraîcheur, de biodiversité au milieu des villes. Mais ce sont sur des plus petites parcelles. C'est des toutes petites parcelles qui font quelques milliers de mètres carrés seulement, sur le principe de Miyazaki, le botaniste japonais bien connu. Combien de plants ont déjà été plantés dans cette microforêt ? Alors sur cette microforêt, on est déjà à 3000 plants. Donc ce qui est de 3000 plants d'essence locale, ce qui est énorme. Et puis on a d'autres projets pour une deuxième microforêt au niveau du centre de Thionville. Le principe étant que la concurrence entre les différentes essences et la densité de plantation va augmenter très rapidement la pousse des arbres par rapport à une forêt traditionnelle. Ça fait qu'en 5-6 ans, on arrive à avoir quelque chose qui nous aide déjà au niveau îlot de fraîcheur, biodiversité en centre-ville. De beaux projets pour des objectifs à l'horizon 2030. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Cette semaine, ouvrez une nouvelle boîte à malice. Alicia Hublot a rencontré plusieurs acteurs qui ont marqué la 36e édition du Livre à Metz. L'écrivain Joseph Incardona, le philosophe forain Alain Guyard ou encore la journaliste et animatrice radio Sonia De Villers qui a présenté son premier livre, Les Exportés, paru chez Flammarion. Un ouvrage dans lequel elle revient sur les conditions bouleversantes dans lesquelles sa famille d'origine juive a dû quitter la Roumanie communiste des années 60. On l'écoute. Il a fallu qu'un grand historien roumain qui a travaillé pendant 35 ans aux États-Unis à Washington exhume sur plusieurs millions de pages d'archives de la police politique roumaine et des services secrets un fonds de 25 000 pages dans lequel on raconte précisément comment la Roumanie a vendu ses juifs pendant plusieurs décennies. Ça a commencé à la fin des années 50, ça a duré jusqu'au début des années 80. Ça a rapporté énormément d'argent au régime, de l'argent qui a été entièrement capté par les hauts dignitaires du régime et particulièrement par l'entourage de Ceausescu. Ça a démarré avant Ceausescu, parce que Ceausescu arrive au pouvoir qu'en 65. Il hérite de ce business, mais il dira plus tard, les juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation parce qu'en Roumanie, il y a du pétrole. Et donc, au début de ce grand commerce de juifs, de ce grand commerce d'êtres humains, on a quand même quelques scrupules à monnayer les juifs contre une monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, on les échange contre ce dont la Roumanie a impérativement besoin à l'époque. On les échange contre du bétail, particulièrement des porcs, et contre des machines-outils. Et vous pourrez en apprendre davantage ce soir dans une boîte à malice qui vous donnera envie de faire le plein de livres. Prenons maintenant un peu de hauteur pour observer comme il se doit le Rocher de Dabo. Depuis janvier, le restaurant La Chouette d'Or a ouvert ses portes au sommet. Mais ce n'est pas le premier établissement qui s'y est installé. En 2015, il y avait déjà un hôtel-restaurant au Rocher. Un changement de propriétaire et un malheureux incendie plus tard. Tout a été refait à neuf. Regardez. Il faut grimper pour y avoir accès.
Le restaurant La Chouette d'Or est perché à 664 mètres d'altitude sur le rocher de Dabo. L'établissement est tenu par les frères Keffer, Franck et Patrick. En 2015, lors du compromis de vente entre les nouveaux et les anciens propriétaires, un incendie se déclare, s'ensuivent alors de nombreux travaux et une crise sanitaire mondiale. Et c'est en janvier 2023 que l'établissement ouvre enfin ses portes. Du sol au plafond, tout a été refait, à commencer par l'extérieur avec des matériaux du coin. On a gardé le grès rose, donc ces pavés de grès rose qui sont issus de l'ancien château qui a été détruit et qui nous a permis, si vous voulez, avec lequel le restaurant était déjà construit, mais qu'on a réutilisé pour la réhabilitation de l'ensemble. À l'intérieur aussi, tout a été pensé pour permettre aux clients de déjeuner dans les meilleures conditions. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cette mezzanine a été gardée, aménagée, afin d'absorber les bruits et de pouvoir permettre cette acoustique et aux gens de parler ensemble sans gêner leurs voisins. Vous voyez que les sols, ce sont des sols souples aussi, c'est prévu aussi pour cette acoustique. Le calme de la pièce s'accompagne de cette vue vertigineuse. Le département de la Moselle a subventionné le projet à hauteur de 90 000 € dans le cadre de sa politique touristique. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans une aide financière privée. Il aura fallu 2 millions d'euros au total pour que ce restaurant s'élève de nouveau au sommet. En sport maintenant, c'est officiel, après les Philippines, une autre délégation viendra s'entraîner en Moselle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Classée parmi les meilleures équipes mondiales de volley, la Confédération brésilienne semble avoir apprécié la qualité des infrastructures mosellanes et les conditions d'accueil. Pour en apprendre davantage sur ce sujet et sur la venue de cette confédération brésilienne, direction notre site internet www.moselle.tv. Et avant de conclure cette édition, une information qui va faire plaisir aux amateurs de jeux de société. Un bar à jeux vient d'ouvrir à Sarreguemines. C'est une grande première pour la ville. Il s'agit du repère d'Arkham qui a ouvert ses portes au 55 de la rue de France. Les adeptes étaient au rendez-vous dès le premier jour d'ouverture, comme vous pouvez le constater sur les images. 400 jeux sont pour le moment à disposition des consommateurs dans un vaste espace avec 2 salons privatisables. Le repère d'Arkham propose aussi de la restauration sucrée et salée et un espace boutique pour acheter son jeu favori une fois testé. Pour la période des vacances scolaires, l'enseigne accueille les joueurs du mardi au dimanche de 10h à 23h. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pour nous emporter partout avec vous, n'oubliez pas de télécharger notre application mobile. Direction également nos réseaux sociaux et notre site internet. Ce soir, 2 programmes vous attendent. Un nouveau face-à-face avec Stéphanie Lipo, présidente de l'association Couleur Gay, suivi d'une boîte à malice spéciale Livre à Metz. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.